Rarely in human history, as the Executive Secretary has just said, have so many people around the world placed their trust in so few. Your deliberations over the next 2 weeks will decide the fate not only of those alive today, but also of generations yet unborn. So I can only urge you to think of your grandchildren, as I think of mine, and of those billions of people without a voice, those for whom hope is the rarest of sensations, those for whom a secure life is a distant prospect. Most of all, I urge you to consider the needs of the youngest generation, because none of us has the right to assume that for our today, they should give up their tomorrow. On an increasingly crowded planet, humanity faces many threats, but none is greater than climate change. It magnifies every hazard and tension of our existence. It threatens our ability to feed ourselves, to remain healthy and safe from extreme weather, to manage the natural resources that support our economies, and to avert the humanitarian disaster of mass migration and increasing conflict. In damaging our climate, we become the architects of our own destruction. While the planet can survive the scorching of the earth and the rising of the waters, the human race cannot. The absurd thing is that we know exactly what needs to be done. We know we cannot adapt sufficiently to go on as we are, nor can we build ourselves a new atmosphere. To avoid c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui arrive. Kannst du da bitte? Ja.
en Espagne. Messieurs, laissez le Premier ministre. Au revoir. Papa. S'il vous plaît, monseigneur. Majesté. Majesté. Monsieur le Premier ministre. Monsieur Netanyahou. Monsieur Netanyahou. Monsieur Netanyahou.
Historique. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement commun à relever le défi du changement climatique. Je donne maintenant la parole à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Your Majesties, Royal Highnesses, Excellencies, and Your Excellency President François Hollande of France, Your Excellency Laurent Fabius, President of COP21, ladies and gentlemen, I commend the courageous leadership of President Hollande in convening this summit meeting despite the recent terrorist attacks and ongoing mourning. I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of all recent victims of terrorism. No cause or grievance can justify the violence we have seen in recent days and weeks here in Paris, Beirut, Baghdad, Tunis, Bamako, and elsewhere. Ladies and gentlemen, may I ask you to rise and observe a moment of silence in honor of the victims? Merci and thank you. Merci, Monsieur le Secrétaire général. J'invite à présent le Président de la République française, François Hollande, à prendre la parole. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Et pourtant, il y a 2 semaines, ici même à Paris, c'est la mort que semait un groupe de fanatiques dans les rues. Je veux ici vous exprimer la reconnaissance du peuple français pour toutes les marques de soutien, tous les messages, tous les signes d'amitié que nous avons reçus depuis le 13 novembre. Ces événements tragiques nous affligent, mais en même temps nous obligent. Ils nous forcent à nous concentrer sur l'essentiel. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 2 grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur.
nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que n'en génèrent les guerres. Des États risquent de ne plus pouvoir satisfaire les besoins vitaux de leur population avec des risques de famine, d'exode rural ou d'affrontements pour accéder à ce bien de plus en plus rare qui s'appelle l'eau. Oui, ce qui est en cause avec cette conférence sur le climat, c'est la paix. Et pourtant, une espérance s'est levée avec la préparation de la COP 21. La communauté internationale s'est dotée en septembre dernier d'un agenda complet à travers les objectifs de développement durable qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale des Nations unies, et je veux en féliciter le secrétaire général Ban Ki-moon. 190 États, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays de la planète, ont formulé des plans d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au dérèglement climatique. Et puis tous les acteurs de la société mondiale, les collectivités locales, les entreprises, les investisseurs, les citoyens de toutes les grandes régions se sont également engagés pour le climat. À cette prise de conscience, à cette mobilisation s'ajoutent les progrès fulgurants réalisés dans les énergies propres et renouvelables qui ouvrent la perspective d'une économie non carbonée. Alors, pour réussir cette conférence, la France a jeté toutes ses forces et mobilisé l'ensemble de son gouvernement, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui va présider cette conférence. J'ai moi-même visité les régions les plus affectées par le changement climatique. J'en suis revenu avec la même conviction. Nous devons assurer un développement durable et équitable sans pour autant compromettre les ressources limitées de notre planète. Telle est l'équation que nous avons à régler ensemble pendant cette conférence. J'ai voulu que les chefs d'État et de gouvernement du monde entier soient rassemblés dès le début de nos travaux, pour donner à cette conférence un souffle et une ambition à la hauteur de l'enjeu. Car le 12 décembre, un accord doit être trouvé à Paris. À quelles conditions pourra-t-on estimer que c'est un bon accord, que c'est un grand accord, que c'est un accord qui correspond véritablement à l'attente des peuples et pour longtemps? Il y a 3 conditions pour que nous puissions dire que la conférence de Paris sera ou ne sera pas un succès. La première condition, c'est que nous devons définir, dessiner
une trajectoire crédible permettant de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius ou même 1,5 degré si c'est possible. Il faudra, pour que nous soyons sûrs d'être sur cette trajectoire, prévoir une évaluation régulière de nos progrès au regard des conclusions de la science et donc mettre en place un mécanisme de révision à la hauteur de nos engagements avec des rendez-vous tous les 5 ans. La deuxième condition, c'est que nous apportions aux défis climatiques une réponse solidaire. Aucun État ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements, même si un mécanisme de différenciation pourra prendre en compte les niveaux de développement et les situations. Aucun territoire ne doit être laissé seul face au dérèglement climatique, et notamment les pays les plus vulnérables. Je pense à ces îles qui peuvent, à brève échéance, purement et simplement disparaître. Et je veux ici en être leur porte-parole, parce que c'est la biodiversité et la diversité même de la planète qui sont en cause. Tirons-en les conclusions. L'accord doit être universel, différencié et contraignant. Les pays développés doivent assumer leurs responsabilités historiques. Ce sont eux qui ont émis pendant des années le plus de gaz à effet de serre. Les pays émergents doivent accélérer leur transition énergétique. Les pays en développement doivent être accompagnés dans leur adaptation aux impacts climatiques. D'où la nécessité de dégager des financements pour faciliter les transferts de technologies. Nous avions fixé, c'était à Copenhague, l'objectif des 100 milliards. Aujourd'hui, ce n'est pas un objectif que nous devons fixer. Ce sont des ressources que nous devons dégager avec des garanties sur leur origine et sur leur accessibilité. Enfin, la troisième condition pour qu'il y ait un accord à Paris, c'est que toutes nos sociétés, dans leur grande pluralité, diversité, se mettent en mouvement. L'ensemble des dirigeants locaux, des investisseurs, des acteurs économiques et sociaux, des citoyens et même des grandes consciences, des religions, tout ce qui contribue à ce qui façonne l'esprit public mondial, tout ce mouvement doit comprendre que la donne a changé. Là est la clé pour relever le défi climatique. Je veux rendre hommage à cet instant à tous les pionniers de la cause écologique, à tous les précurseurs qui, il n'y a pas si longtemps, devaient affronter l'incrédulité ou le dédain pour leurs alertes et leurs propositions. En quelques années, les esprits ont profondément évolué. Les entreprises et les acteurs financiers, hier réticents, sont désormais prêts à s'engager et à modifier leur comportement. Faut-il encore leur envoyer les signaux indispensables? C'est l'enjeu de l'introduction progressive du prix du carbone pour que les émissions de gaz à effet de serre aient un coût qui corresponde aux dommages infligés à la planète. Et pour que les choix d'investissement soient peu à peu modifiés afin que toutes les technologies puissent être accessibles à tous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Cette transformation est à la fois une obligation morale et une opportunité mondiale, parce qu'elle nous ouvre des possibilités de développement avec des énergies renouvelables, des modes de transport propres,
le recyclage des déchets, l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, l'accès de tous aux biens publics mondiaux. Ainsi, en rendant l'électricité accessible à tous, et notamment en Afrique, c'est plus que la lumière qui sera apportée, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est le développement. Nous sommes en ce premier jour de la conférence au pied du mur. Ce mur, il est fait de l'addition de nos égoïsmes, de nos appréhensions, de nos résignations. Ce mur, il est construit sur l'indifférence, l'insouciance, l'impuissance. Ce mur, il n'est pas infranchissable. Tout dépend de nous. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Je mesure, moi-même, dans la tâche que j'accomplis, combien combiner l'impératif de l'urgence avec ce qu'elle implique, y compris avec les événements tragiques, et les choix du long terme. Oui, cet équilibre n'est pas facile à trouver, mais là encore, il nous oblige. Notre plus grand défi, c'est de passer d'une mondialisation fondée sur la compétition à un modèle basé sur la coopération, où il sera plus rentable de protéger que de détruire. Nous devons penser la planète comme un espace unique, établir un pacte d'équité entre le Nord et le Sud et un partenariat entre l'homme et la nature. C'est pourquoi nous sommes réunis, nous les dirigeants de la planète. C'est pourquoi Paris est un rendez-vous exceptionnel. Nous allons décider en quelques jours, pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau pour que, au moins, nous puissions approcher cette ambition. Car il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'invite à présent le secrétaire général des Nations Unies à prendre la parole. Your Excellency, President Francois Hollande of France, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished heads of state and government, Your Excellency, Foreign Minister Laurent Fabius, President of COP21, Excellencies, ladies and gentlemen. You are here today to write the script for a new future, a future of hope and promise, of increased prosperity, security, and dignity for all. In September at the United Nations, you adopted an inspiring new Sustainable Development Agenda with the 17 Sustainable Development Goals, endorsed by all the people of the world. You showed your commitment to act for the common good. It is now time to do so again.
être durable. Il doit envoyer un message clair au marché, leur faire comprendre que le passage à une économie mondiale peu polluante est inévitable, bénéfique et qu'il est déjà en cours. Il doit proposer un projet à long terme qui soit sous-tendu par la cible de moins de 2 degrés Celsius et qui reconnaisse l'impératif d'un renforcement de la résilience. La marge de manœuvre des petits États insulaires en développement est encore plus étroite. C'est pourquoi il conduit le reste du monde de contenir la hausse de la température à 1,5 degré. Deuxièmement, l'accord doit être dynamique. Il doit pouvoir s'adapter aux changements qui se produisent dans l'économie mondiale sans qu'il soit nécessaire de le renégocier continuellement. Il est possible et souhaitable que les nombreuses dispositions de l'accord soient traitées de manière différente en fonction des situations sans que l'action collective en pâtisse. L'accord doit préserver l'équilibre entre le rôle moteur des pays développés et les responsabilités croissantes des pays en développement qui varient selon leurs moyens et leur niveau de développement. Excellencies, ladies and gentlemen, the third requirement for success is an agreement that embodies solidarity with the poor and most vulnerable. It must ensure sufficient and balanced adaptation and mitigation support for developing countries. Fourth, the agreement must be credible. Current ambition must be the floor, not the ceiling, for future efforts. 5-year cycles, beginning before 2020, are crucial. All countries should agree to move toward quantified economy-wide emission reduction targets over time with flexibility for developing countries with a limited capacity. Developed countries must keep their promises to mobilize $100 billion a year by 2020. The same amount should serve as the floor for post-2020 finance commitments. A new agreement must also include a single transparent framework for measuring, monitoring, and reporting progress. And countries with low capacity should receive flexibility and support so they can meet requirements for this new system. Distinguished heads of state and government, excellencies, ladies and gentlemen, this is a pivotal moment for the future of your countries, your people, and our common home, our planet. You can no longer delay. Let me be clear. The fate of a Paris Agreement rests with you. The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet world is in your hands. We cannot afford indecision, half measures, or merely gradual approaches. Our goal must be a transformation. The transition has already begun. Enlightened investors and innovative businesses are striving to create a climate-friendly economy, but they need your help and your vision in accelerating this essential spirit and essential shift. The peoples of the world are also on the move.
they have taken to the streets in cities and towns across the world in a mass mobilization for change. We have seen such mass mobilization in New York in 2014 last year. We have seen, despite the security concerns, many citizens coming out to the streets, sending their voices to the leaders. I sincerely hope that you listen very carefully, sincerely, to the voices and aspirations of our people. I met with several key civil society groups yesterday. It is clear to me that they have come to Paris filled with energy and emotion, and that they expect each and every one of the leaders of this world today who are here today to show your leadership equal to the test. You have the moral and political responsibility for this world and for us and succeeding generations. History is calling. I urge you to answer with courage and vision, and I count on your strong leadership and commitment to make this world better for all. Merci beaucoup. Thank you very much. Je remercie le secrétaire général. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, la semaine dernière, sachant que j'allais présider cette COP 21, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont posé la même question. La conférence de Paris sera-t-elle un succès? La première condition du succès, elle est déjà remplie et elle l'est grâce à vous. Vous êtes 150 chefs d'État et de gouvernement rassemblés ici malgré la récente tourmente. Dans l'enceinte globale de notre conférence, il y a plusieurs milliers de délégués et de responsables de la société civile. Et à travers le monde, ce sont des millions. Par votre mobilisation, vous montrez que la civilisation et la solidarité sont beaucoup plus fortes que la barbarie. Merci. La deuxième condition du succès, j'ai confiance qu'elle sera également remplie. Nous avons voulu réunir pour le climat, ici, les acteurs non gouvernementaux de la planète, les villes, les régions, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les forces sociales et économiques et les particuliers. En lien avec l'ONU, dont le secrétaire général s'est totalement mobilisé, le déroulement de cette conférence a été construit dans cet esprit. Les décisions des gouvernements sont évidemment fondamentales, mais celles des acteurs non gouvernementaux le sont aussi. Ici même, dans les heures et dans les jours qui viennent, seront annoncés des engagements concrets et importants par des centaines de collectivités territoriales et d'entreprises. Des initiatives très puissantes seront lancées, par exemple, notamment en ce qui concerne le domaine des technologies nouvelles, de l'innovation, en ce qui concerne l'énergie solaire, en ce qui concerne le prix du carbone. Toutes ces actions sont prometteuses pour la lutte contre le changement climatique. Une lutte qui est à la fois une contrainte vitale et une opportunité essentielle pour un développement durable qui doit concilier l'économie, l'éthique et l'écologie. Reste, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la troisième condition du succès, et c'est la plus difficile. À l'issue de notre conférence,
Dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Cet accord, selon les formules convenues, devra être différencié, juste, durable, dynamique, équilibré, juridiquement contraignant, et il devra faire en sorte qu'à l'horizon 2100, la température du fait des émissions de gaz à effet de serre ne s'élève pas de plus de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Chacun de ces termes renvoie à des dispositions précises, vous le savez, sur lesquelles, dans le passé, nous n'avons pas pu totalement conclure. Et c'est l'enjeu des discussions que vos ministres et vos négociateurs vont avoir. Il nous faudra ne pas perdre notre temps dans des débats de procédure. Il nous faudra traiter la substance elle-même et trouver ensemble des solutions. Comme président de cette COP 21, je devrais être à l'écoute de chacun, impartial, et agir pour un compromis ambitieux. Plusieurs signes sont très encourageants. La prise de conscience, d'abord, qu'un accord est indispensable a beaucoup progressé, stimulé par le constat que 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée et que 2015 sera pire encore. Les travaux des scientifiques, auxquels il faut rendre hommage, établissent désormais de façon incontestable à la fois le diagnostic et le pronostic. L'engagement de grandes autorités spirituelles et religieuses est très fort et celui des gouvernements, en général, va dans le bon sens. En témoigne le nombre des contributions nationales des États, ce qu'on appelle en anglais INDC. À ce jour, 184 INDC ont été publiés, représentant plus de 95% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Certes, elles diffèrent par leur ambition, mais le fait même que la quasi-totalité des pays ait accompli cette démarche montre une évaluation remarquable. Le total, vous le savez, nous éloigne des 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés de réchauffement évoqués par le GIEC dans les scénarios inacceptables de l'inaction. Mais cela ne suffira pas pour rester sous les 1,5 degré ou 2 degrés maximum. D'où le caractère absolument crucial des mécanismes de rendez-vous périodiques et d'amélioration que nous pourrons, je l'espère, inclure dans notre accord final. Je veux insister aussi sur l'aspect suivant. Un accord climatique mondial, ce n'est pas une exigence que les pays développés imposeraient aux pays en développement. C'est une exigence universelle à laquelle nous devons répondre. La solidarité climatique doit encore progresser, la mobilisation des financements et des technologies en faveur des pays du Sud également. L'accord de Paris doit être aussi un pacte pour la justice et contre les inégalités. Ministres et négociateurs, et moi-même, qu'en ce premier jour, mesdames et messieurs, l'impulsion politique indispensable et que vos interventions soient si fortes qu'elles interdisent toute autre issue que le succès. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, à nos amis marocains, de même que nous l'avons reçu de nos amis péruviens qui ont accompli un exceptionnel travail. Mais en cette année 2015, il y a urgence. Les gaz à effet de serre continuent en effet de s'accumuler dans l'atmosphère au point d'aboutir, si rien n'était fait ou pas assez vite, à une situation irréversible. Ici, maintenant, à Paris, il existe, chacun le sent, un momentum particulier. C'est à cette conférence-ci
que la COP de Durban, en 2011, a confié expressément la tâche de parvenir à un accord. La COP 21 doit être un basculement, un tournant. Bien sûr, tout ne se résoudra pas à Paris, mais on ne résoudra rien sans Paris. Et en cet instant, j'ai dans ma mémoire et dans le cœur les récits et les visages que j'ai croisés tous ces derniers mois en préparant la COP. Je me rappelle, au Bangladesh, cette femme âgée qui était très fatiguée et très digne, qui avait dû déménager 9 fois à cause des inondations et qui m'a demandé si la COP 21 allait changer cela. Je me rappelle au Grand Nord, cet ingénieur qui m'a montré les écroulements apocalyptiques de la banquise et leurs conséquences. J'ai encore dans les yeux, à Cochabamba, ce paysan bolivien pleurant les dégâts entraînés par le non-respect de la terre-mère et qui espère pouvoir nous faire confiance. Et en Afrique, cette jeune femme, car ce sont les femmes et les pauvres qui sont les premières victimes, décrivant l'assèchement spectaculaire du lac Tchad et ses incidences funestes. De nos réponses, de nos engagements, ici, va dépendre leur vie et celle de centaines de millions de nos frères et sœurs en humanité. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, à l'entrée de cette salle, là-bas, vous avez peut-être vu ou vous verrez en levant les yeux une très grande photographie. Elle symbolise l'enjeu de notre conférence. Sur le côté gauche de la photographie, il y a un arbre qui a perdu toutes ses feuilles, qui sont remplacées par des sacs plastiques. C'est une sorte de squelette dans un environnement devenu inhumain. À droite de la photo, il y a au contraire le portrait d'un enfant harmonieux qui est en train de s'éveiller. Et au milieu, il y a un papillon qui porte l'espoir. Eh bien, nous en sommes là. Ou bien nous échouons à Paris, et c'est la désolation. Ou bien nous concluons un accord ambitieux pour agir contre le réchauffement climatique. Et alors un avenir, un bel avenir, nous est ouvert. Je crois au succès, j'y crois parce que je l'espère, j'y crois parce que nous savons tous que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est plus encore qu'une question environnementale. C'est une condition absolument essentielle pour alimenter en nourriture et en eau la planète, pour sauver la biodiversité, pour protéger la santé, pour lutter contre la pauvreté et les migrations massives, pour dissuader les guerres, pour encourager la paix et, en définitive, pour donner toutes ses chances au développement soutenable et à la vie. En cette fin d'année 2015, il revient à mon pays, la France, avec vous tous, d'aider à relever 2 des principaux défis du siècle: lutter contre le terrorisme et lutter contre le dérèglement climatique. Les générations présentes nous pressent d'agir. Les générations futures jugeront nos actions. Nous ne pouvons pas encore les entendre, mais d'une certaine façon, elles nous regardent déjà. Le mot historique est souvent galvaudé, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Ensemble, faisons de la conférence de Paris le succès historique que le monde attend. Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie d'ouverture. Je
Je vais inviter l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement à se diriger à côté de cette salle plénière où nous sommes attendus pour une photo de groupe. Après cette photo officielle, j'inviterai les chefs d'État et de gouvernement avec leurs délégués à se rendre dans les salles plénières, Seine, ici ou Loire, où ils sont attendus pour prononcer leur allocution. Je remercie beaucoup ceux d'entre vous qui ont accepté de présider successivement ces séances plénières tout au long de la journée. La rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement reprendra à midi précise. Merci. Ladies and gentlemen, we're asking heads of states and governments only, plus one national security, to proceed to the family photo. Heads of state and government only, plus one national security. Everyone else should remain in this room. Thank you. Ladies and gentlemen, the family photo, heads of state and government only, plus one national security, should proceed through the door. No one else will be allowed. Thank you. You do, don't you?